Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Chers étudiants, donc comme j'avais dit dans la dernière vidéo, je vais essayer aujourd'hui de faire une vidéo sur les structures de données dynamiques et particulièrement les listes doublement chaînées. Donc le cours de structure de données aussi, c'est un cours de la filière MIP de la faculté des sciences et techniques à Rachidia, filière mathématiques, informatique et physique pendant le semestre S4. Donc les objectifs visés dans ce cours, il faut que l'étudiant maîtrise un petit peu les structures de données dynamiques de base pour définir une meilleure résolution d'un problème donné. Il doit savoir quel est le type de données, la structure de données adaptée pour résoudre un certain problème. Comme on va voir, donc il s'agit de connaître les structures de données élémentaires, à savoir les tableaux, les piles et les fils, ou même les listes chaînées, les listes doublement chaînées, simplement chaînées. Donc les piles et les fils, ce sont des applications des listes chaînées, bien sûr, ou les arbres et même les graphes. Donc pourquoi le terme dynamique? Parce que toujours donc l'allocation se fait d'une façon dynamique. On utilise généralement les pointeurs. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'un pointeur? Vous devez le savoir. Un pointeur, c'est une variable dans laquelle on met l'adresse d'une autre variable. Une variable, généralement, elle peut contenir soit une valeur, soit une adresse. S'il contient une valeur, c'est une variable ordinaire. Si c'est une variable qui contient l'adresse d'une autre variable, c'est ce qu'on appelle un pointeur qui pointe sur cette zone mémoire, sur cette variable. Donc, vous devez savoir la différence entre les tableaux statiques et les tableaux dynamiques. Qu'est-ce qu'un tableau statique? Un tableau statique n'est qu'un tableau pour lequel la taille est une constante fixe dès la compilation. Le compilateur doit savoir combien d'éléments, combien de la mémoire il doit réserver pour ce tableau. Ce type de tableau rencontre généralement deux types de problèmes. Le premier problème, c'est qu'il se peut que on anticipe de réserver une taille assez grande, en majorant par exemple en disant que la taille de mon tableau c'est 1000 éléments qui peuvent être de type entier, ou bien donc les éléments d'un tableau doivent être de même type. Et donc, si on n'utilise que 10 éléments de cette taille réservée, donc le compilateur réserve 1000 places et on utilise 10 places. C'est un gâchis. C'est un gâchis de la mémoire. C'est un gaspillage de la mémoire. La contrepartie, la contre-renverse, donc c'est que si on réserve par exemple 1000 éléments et nous avons besoin de 1001 éléments. Et donc, le problème, c'est que notre algorithme va planter, il va donc amener à 10 erreurs. Donc, pour remédier au problème des tableaux statiques, donc, on trouve les tableaux dynamiques. Et des tableaux 1D, 2D, dynamiques. Donc, les tableaux dynamiques, ça veut dire que la taille, elle est dynamique. La taille peut changer, peut augmenter ou bien peut diminuer. Donc, le compilateur c'est seulement que le tableau, c'est un pointeur qui va pointer sur une zone et c'est à l'exécution qu'on doit savoir quelle est la vraie taille de tableau par la fonction malloc et calloc. On va réserver l'espace nécessaire par les fonctions malloc et calloc. Bien sûr, si la taille veut augmenter, on peut utiliser realloc pour augmenter la taille ou bien la diminuer. Généralement, on parle de augmenter la taille d'un tableau par la fonction realloc. Donc c'est ça. Mais les tableaux dynamiques ne résolvent pas tous les problèmes. Je vous veux un petit peu mettre dans une situation dans laquelle les tableaux ne peuvent pas résoudre le problème. Tableau même dynamique, donc il faut passer par les listes simplement chaînées, doublement chaînées. Imaginez que nous avons un tableau de taille 1000 ou 10 000 et nous avons besoin d'insérer
à l'intérieur du tableau, à une certaine position. Insérer à une certaine position revient, si la taille le permet, à décaler les éléments qui sont à droite de cet élément. Faire ce décalage n'est pas trivial, n'est pas facile. Soit qu'on va un petit peu allouer un nouveau tableau et copier les éléments avant ce tableau, puis copier l'élément, ou bien copier les éléments après, ou bien faire seulement les décalages. Donc tout ceci va pénaliser le processeur et le système. Même chose pour la suppression d'un élément dans un tableau. Donc bien sûr, dans la suppression, donc on devrait faire les décalages à gauche pour écraser l'élément qu'on veut supprimer. Mais ce n'est pas trivial. Donc pour ceci, donc la solution, elle va être par les listes chaînées, simplement et doublement chaînées, dans laquelle on va utiliser seulement les pointeurs, les chaînages et insérer au début, à l'intérieur ou à la fin, au supprimer au début, ne pose aucun problème. Donc, dans ce cas, il suffit de mettre à jour les pointeurs et le problème est résolu. Bien sûr, le coût à payer, donc c'est puisque ici pour utiliser les listes chaînées, on doit utiliser par exemple les pointeurs. Donc les pointeurs, pour chaque pointeur, ils coûtent environ 4 octets. Ça, c'est un superflu, donc qu'il faut payer. Alors que l'information qu'on peut mettre, donc chaque fois qu'il y a une structure de données dans laquelle il y aura beaucoup d'insertion et de suppression, pensez aux listes chaînées. Donc les piles, c'est un petit peu les piles et les fils, ce sont des applications de listes chaînées. La file, c'est comme la file d'attente, donc la file, donc il suit le principe de premier arrivé, premier servi. La pile, le dernier arrivé sera le premier à être sorti, last in, first out, ici c'est first in, first out. Donc ce sont des applications de liste. Donc la pile et la file, ce sont des types de données abstraites puisque il suit la même loi dans l'insertion et dans la suppression. Enfiler, défiler, empiler, dépiler. Donc, toutes ces structures, les tableaux, les piles, les fils, les listes chaînées, doublement et simplement chaînées, ce sont des structures de données un petit peu linéaires. Il y a une deuxième type de structure qui est un petit peu les arbres et leur généralisation, les graphes, donc elles sont non linéaires. Même on peut trouver des graphes cycliques. Donc, un arbre, donc chaque élément, il peut avoir plusieurs descendants, plusieurs fils. Donc, s'il s'agit seulement de fils, on parle d'un arbre binaire. Donc, l'étudiant doit être sensibilisé aux problèmes algorithmiques et de leur complexité. Donc, chaque fois qu'on développe un algorithme, donc on doit savoir quelle est la complexité de cet algorithme. Donc, qu'est-ce que la complexité? Donc, c'est ce que nous avons vu un petit peu dans le premier cours. Donc voilà, nous avons vu le premier cours, donc les tableaux statiques et les tableaux dynamiques, l'allocation dynamique par la notion de pointeur pour les tableaux. Donc un pointeur, c'est une variable dans laquelle on met l'adresse de notre variable. Donc on a vu aussi les algorithmes de recherche et de tri, rechercher un élément dans un tableau, on peut même rechercher un élément dans une liste. Donc, c'est dire que est-ce que ce qu'on cherche existe ou n'existe pas. Donc, c'est une condition logique. Donc, il va retourner existe. Oui. Donc, la valeur 1 n'existe pas 0. Donc, c'est comme c'est un résultat booléen. Donc, on avait les recherches séquentielles. Donc, on commence par le premier élément et on teste. Si on arrive à le trouver, on sort. Sinon, il faut aller le paire de cas jusqu'à visiter tous les éléments du tableau. On a aussi la recherche rapide. Donc, la recherche dichotomique. La recherche dichotomique suppose que le tableau il est déjà trié. Donc, trié, ça veut dire il est ordonné soit dans un sens descendant ou descendant dans un sens ou de l'autre. Je vais parler un petit peu après sur le tri, comment trier un tableau. Donc la dichotomique, donc la recherche dichotomique, il simplifie la recherche et on va voir que aussi les arbres binaires de recherche, elles font comme la recherche dichotomique dans un tableau trié. Pour le tri, ça veut dire trier les éléments, ça veut dire les ordonner de plus grand, plus petit, selon un ordre. Donc, il faut trouver un ordre. Donc, il faut que les éléments du tableau soient ordonnés
Donc, il y a un certain ordre entre les éléments. Il faut que le corps auquel appartiennent les éléments du tableau soit un corps ordonné. Par exemple, je peux trier les ondits, je peux trier les flautes, je peux trier aussi les caractères par leur codasque et je peux trier les chaînes de caractères. Mais pour les structures, je ne peux pas les trier. Par exemple, dans une structure qui va représenter les complexes, on aura une partie réelle et une partie imaginaire. Je ne peux pas dire, ni mathématiquement, ni logiquement, qu'un complexe est inférieur à un autre complexe. Ça, c'est fou. Je peux dire que la partie réelle du complexe est inférieure à la partie réelle de l'autre complexe, ou la partie imaginaire est inférieure ou supérieure à l'autre partie imaginaire, ou bien que le module du complexe est inférieur ou supérieur. Donc, je peux trier un petit peu les structures en se basant sur un champ qui est ordonné, sur lequel on peut appliquer les règles d'ordre, ou bien sur un champ, ou bien sûr une composante qu'on peut calculer à partir des champs de la structure. Par exemple, je peux calculer donc l'amplitude ou bien le module d'un complexe à partir de sa partie réelle et de sa partie imaginaire. Et donc, je peux trier les complexes par leur amplitude. Donc, la complexité algorithmique, donc, comme on va voir, et dans chaque problème de codage où il y a l'algorithmique, donc le problème qui se pose, c'est combien ça coûte en termes de complexité algorithmique, combien d'instructions, de multiplication et d'addition d'accès à la mémoire que notre algorithme fait pour résoudre le problème. Un algorithme, donc, c'est un ensemble d'instructions ordonnées pour résoudre un certain problème informatique. Donc, c'est un algorithme. Donc la complexité, donc il faut que l'étudiant sait quel est l'algorithme le plus simple qui épuise peu de les ressources de la machine, les ressources en processeur, les ressources en mémoire, et donc il faut prendre en considération la complexité d'un algorithme. Donc parfois on note la complexité avec le big O, le O majuscule, et bien sûr en fonction de la taille du tableau, est-ce que c'est en n, en n, ou n carré, n log de n, et donc la complexité, ça dépend de la taille du tableau, et donc il faut que la complexité ne soit pas très grande, sinon la machine va tourner avant de retourner le résultat. Parfois, on ne peut pas exactement calculer la complexité, mais parfois on nous demande de calculer la complexité, mais si on n'arrive pas, on peut approximer la complexité par ce qu'on appelle le temps du calcul. Combien la machine fait pour rendre le résultat voulu. C'est le temps du calcul. Bien sûr, ça dépend de la vitesse du processeur, ça dépend combien de cœurs il y a dans le processeur, combien y a-t-il de programmes qui tournent sur la machine, etc. Donc, il faut donner les caractéristiques de la machine avant de parler de temps de réponse. Bien, le temps d'exécution. Il y a aussi la notion de récursivité que nous avons vue. Donc, une fonction récursive, c'est une fonction qui fait appel à elle-même, bien sûr, à condition de trouver une condition de base. Sinon, la fonction doit retourner à l'infini s'il n'y a pas de condition de base. Par exemple, le factoriel de 1 est égal à 1. Sinon, le factoriel de n, c'est n fois le factoriel de n moins 1. Donc, je fais appel à la même fonction. Donc, il faut qu'à un certain moment, arriver à la condition de base qui est le factoriel de 1 est égal à 1 pour retourner aux autres. Donc, dans la deuxième partie, donc, nous avons vu donc, un grand morceau, un grand lot sur les fichiers, la gestion des fichiers. Donc, pour la gestion des fichiers, on a vu deux types de fichiers. Pourquoi? Tout d'abord, la notion de fichier. J'aimerais que les étudiants fassent une différence entre ce qui est un programme en exécution et un fichier.
Donc, c'est ce qu'on appelle les processus. Un processus, c'est un programme en exécution sur la RAM, sur le processeur. Et bien sûr, chaque fois qu'on exécute un programme, il faut qu'il soit en RAM. Tout ce qui s'exécute sur le processeur, elles doivent être en mémoire. On ne peut pas exécuter un fichier qui est sur le disque dur. Donc, tout ce qui est sur la RAM, c'est processus, c'est exécutable. Tout ce qui est fichier, ce n'est pas exécutable. Pourquoi donc la notion de fichier? Le problème de la mémoire et des processus, c'est que lorsqu'on éteint la machine, tout ce qui est contenu, il est volatile, il se perd automatiquement. Donc pour un petit peu sauvegarder l'information d'une façon persistante, d'une façon permanente, on est obligé de mettre ça dans la mémoire de masse, tels que les disques durs, tels que les clés USB, le CD-ROM, le DVD, la bande magnétique, etc. Donc un fichier, si je veux définir un fichier c'est une collection de données nommées. Ça veut dire nommées, ils ont un nom qu'on va sauvegarder sur une mémoire de masse sous forme de bloc. On sait maintenant que le disque il est un petit peu divisé en plateaux. Chaque plateau il est divisé en pistes. Chaque piste il est divisé en secteurs. Chaque secteur c'est un ensemble de blocs, etc. Donc on affecte les blocs au fichier pour qu'elles soient, etc. Donc nous avons vu un petit peu deux types de fichiers, les fichiers texte et les fichiers binaires. Un fichier texte, c'est un fichier dans lequel on peut mettre, par exemple, du texte, les caractères, les floats, les int, etc. Donc, un fichier, donc, il a un nom sur le disque et il y a un descripteur dans le programme qui va faire la correspondance entre le programme et le fichier sur le disque. Donc, c'est un descripteur, c'est un pointeur sur la structure file. Donc, généralement, donc, pour le fichier texte, on ouvre un fichier par la fonction fopen. J'écris dans le fichier par ifprintf. Je peux lire à partir du fichier par la fonction fscanif. Et après, je ferme le fichier par la fonction ifclose. Lorsque j'ouvre le fichier, le parcours se fait séquentiel de début. Donc, le descripteur se met au début et de proche en proche. Donc, lorsque je lis, avant d'atteindre la fin du fichier, donc le descripteur se déplace. Pour les fichiers binaires, c'est une collection de blocs de même taille, d'objets de même taille. Par exemple, des structures, donc les structures qui ont la même taille. Donc, voilà. C'est une collection de données, de même type, des objets du même type. Et donc, je peux accéder au début, je peux même accéder à n'importe quelle position. On avait une fonction spéciale, fseek. Donc, j'ouvre le fichier qui va faire la correspondance entre le programme et le fichier sur le disque par la fonction fopen. Via le descripteur, donc ce que va retourner la fonction, c'est le descripteur sur le fichier. Si je veux écrire dans le fichier, j'utilise la fonction fwrite. Si je veux lire à partir du fichier, j'utilise la fonction fread. Et après, donc, si je veux me déplacer à une position, puisque je connais maintenant la taille de chaque élément, de chaque objet, donc size of cet objet, et je peux un petit peu faire des sauts spéciaux donc par la fonction fseek. Je peux me déplacer du début à une certaine position, je peux me déplacer à la fin, je peux me déplacer lorsque j'arrive à une certaine position, soit vers la fin, soit vers le début, mais il faut être vigilant à ne pas déborder. Si par exemple je suis au début et je saute à une taille qui dépasse la taille du fichier, donc voilà, je vais empiéter sur quelque chose qui n'appartient au fichier. Donc il faut faire attention. Donc c'est un petit peu donc ce que nous avons vu. Donc, et nous avons vu de la première série beaucoup d'exercices pour la gestion des fichiers texte, et nous avons vu des TP avec quelques groupes. Donc avec le groupe, donc on a fait des TP.
Donc aujourd'hui, donc la suite, c'est un petit peu les listes. Donc on avait dans la première partie de cours, on fait les listes simplement enchaînées. Donc les listes simplement enchaînées, c'est un ensemble de maillons. Chaque maillon il contient l'information qu'on va coder et bien sûr un pointeur sur le maillon, sur l'élément suivant. Et donc pour contrôler la liste, on a un pointeur de début et un pointeur de fin. Et la taille, c'est un entier. Aujourd'hui, donc, je vais un petit peu après cette introduction qui est un petit peu exhaustive. Donc, je veux pas passer aux listes doublement enchaînées. Donc, si vous avez compris les listes doublement enchaînées, donc vous n'aurez pas beaucoup de peine à comprendre les listes doublement enchaînées. Une liste doublement enchaînée, en principe, c'est une liste. Dont chaque élément pointe à la fois sur son successeur et son prédécesseur. Donc, un élément, donc, dans ce schéma, on voit une liste doublement enchaînée. Donc, voilà, on a chaque élément, bien chaque maillon, il contient l'information et c'est schématisé par la couleur verte donnée. Ça dépend du problème qu'on essaie de résoudre. Et bien sûr, deux pointeurs. Un pointeur suivant qui va contenir l'adresse en rame de maillon suivant. Et le champ précédent qui va contenir en rame donc l'adresse de l'élément précédent. Comme vous le connaissez, les éléments d'une liste ils ne sont pas contigus. À l'inverse, les éléments d'un tableau sont consécutifs de la rame, un après un. Et si les éléments ils sont éparpillés, chaque élément est alloué seul par la fonction malloc et donc à chaque fois le compilateur va nous donner une adresse différente. Et bien sûr, mais par ce mécanisme, je sais où est le suivant dans la mémoire. Parce que j'ai l'adresse sur cette zone. Et je sais où il existe le précédent de la mémoire puisque j'ai cette adresse. Donc, un maillon va contenir trois champs. Information, qui dépend du problème qu'on va essayer de résoudre. Et bien sûr, deux pointeurs qui pointent sur la même structure que celle qui les contient. Et bien sûr, pour notre liste, donc je vais mettre un champ début, c'est un pointeur sur le premier élément. Un pointeur fin qui pointe sur le dernier élément. Toujours, quoi qu'elle soit l'opération que je mets sur la liste, il faut que fin pointe sur le dernier et début pointe sur le... Et je vais ajouter un autre champ qui est la taille, c'est un entier qui va nous indiquer combien d'éléments j'ai dans ma liste. Dans ce cas, donc cette figure, on a la taille c'est 3, donc ça c'est le début, ça c'est le suivant du début et ça c'est le dernier, donc c'est le suivant du deuxième. Et bien sûr, comme vous le savez, le champ suivant du dernier c'est nul et le champ précédent du début c'est nul. Donc ça c'est une condition toujours, il faut la vérifier. Donc, de cette manière, la notion de titre n'a pas d'importance, et car la liste peut être repérée par l'intermédiaire de n'importe quel de ces éléments en lisant, en faisant une recherche avant. Donc, dans la liste simplement enchaînée, je n'ai pas ce précédent, je n'ai que la donnée et suivante, donc je ne peux aller qu'à partir du début pour parcourir la liste. Alors qu'ici, puisque j'ai suivant, je peux parcourir dans ce sens et je peux la parcourir dans l'autre sens en commençant par la fin en utilisant le pointeur précédent. On va voir ça dans l'affichage. Donc, dans l'affichage direct, je veux aller de son sens, j'utilise le champ suivant. Et pour l'affichage inverse, je peux utiliser le pointeur précédent, donc pour aller de ce sens. Donc, la liste doublement enchaînée, c'est une liste symétrique, puisque je peux aller à partir de ce sens ou à partir de ce sens, alors que la liste simplement enchaînée, c'est une liste asymétrique. Je ne peux aller que à partir du début jusqu'à la fin. Donc, dans notre configuration, on utilise le champ début, le champ fin et la taille, c'est un entier. Vous pouvez trouver dans des bouquins ou bien dans d'autres vidéos qu'il y a seulement celui qui va utiliser un petit peu le champ
début de la liste, mais nous, pour pouvoir insérer au début, insérer à la fin facilement, on a opté pour cette modélisation. Donc maintenant, on va essayer de construire la matière première pour travailler. On doit construire la structure de la liste. On va demander au compilateur d'allouer l'espace pour cette structure. On va essayer à chaque fois qu'on veut ajouter dans la liste, allouer l'espace pour un maillon. Donc on va essayer de créer les structures. Donc je retourne un petit peu sur le champ donné, ça peut, comme on a dit, ça peut être un type simple, ordinaire, comme les entiers, comme les floats, comme les caractères, comme les chaînes de caractères. Comme ça peut être une structure dans laquelle on peut mettre beaucoup de champs hétérogènes, par exemple une personne qui contient un nom, un prénom, l'identificateur, l'âge, la taille, donc et chacun a un type. Par exemple, l'âge c'est un entier, l'identificateur c'est un entier, la taille et le poids ce sont des floats, le nom et les prénoms ce sont un petit peu des chaînes de caractères. Et bien sûr, c'est d'une façon générale. Mais comme vous avez vu de la deuxième série, donc on a travaillé seulement avec un entier pour simplifier la tâche. Donc la structure, donc l'information qu'on va mettre, c'est donc on va la construction de prototype d'un élément de la liste doublement chaînée. Je vais commencer par l'information. L'information, c'est une structure dans laquelle j'ai mis nommé info. Il y a le champ 1 du type 1, champ 2 du type 2, jusqu'à champ 1. Donc on a un champ et chacun a son type. Ça peut être des entiers, des floats, des caractères, des chaînes de caractères, etc. et des tableaux. Donc, n'oubliez jamais pas le point-virgule à la fin de la structure. C'est comme en C++, donc à la fin de la classe, on met point-virgule. Et donc, les champs, on va les mettre dans entre les accolades. En C++, donc, ça c'est un petit peu les champs donnés. Donc en C++, en plus de champs, on utilise les fonctions, bien les méthodes. Donc en C, on utilise seulement les structs, donc les structures, c'est un petit peu les champs, etc. Donc dans les champs, on peut même mettre des pointeurs, mais il faut à chaque fois, il faut faire l'allocation. Donc pour ne pas, donc si j'ai besoin de déclarer une variable de type struct enfant, je dois utiliser struct enfant, par exemple v1 pour éviter cette écriture un petit peu lourde. Donc je redéfinis donc la structure info par info pour utiliser seulement cette alias information. Donc type diff struct info information. Donc information, il y a la structure maintenant qu'il y a les champs. Donc un maillon doublement chaîné, donc c'est une structure. Maillon underscore doublement chaîné, DC c'est pour doublement chaîné, il va contenir les trois champs. Champ donné de type information, c'est celle que je viens de définir ici. C'est les informations qu'on traite, et bien sûr de pointeurs sur la même structure que celle qu'elle contient. Ça c'est la structure qu'elle contient, et donc c'est un pointeur sur la même structure, parce qu'on a dit que le champ suivant il pointe sur la structure. C'est comme si la structure qu'il contient précédent l'OIC et il contient l'adresse de cette structure de la somme qu'il contient. Donc c'est pour cela que les deux il contient les adresses. Et bien sûr pour ne pas utiliser à chaque fois struct maillon, je veux renommer struct maillon bon par type diff pour utiliser seulement cet alias maillon DC avec un M grand majuscule. Et bien sûr pour contrôler la liste, je vais utiliser trois champs, un pointeur sur le premier maillon, sur le maillon du début, enfin c'est un pointeur sur le dernier maillon, et la taille c'est une variable entière qui contient le nombre des éléments. Et donc n'oubliez jamais le point virgule de la structure. Donc pour ne pas utiliser struct list doublement chaîné, j'utilise un type diff pour seulement utiliser list doublement chaîné. Donc maintenant donc je vais essayer d'allouer l'espace pour la structure et essayer
d'effectuer quelques opérations sur la liste du bloc mentionné, à savoir l'insertion, la suppression, la destruction, l'affichage, etc. Je peux même rechercher dans une liste du bloc mentionné. Donc, on va essayer maintenant d'initialiser une liste du bloc mentionné. Donc, vous allez voir que la première instruction, avant de faire quoi que ce soit, il faut créer la liste. Donc, ici, je déclare un pointeur sur une liste du bloc mentionné. Ça, c'est la déclaration de l'objet. Ça, c'est un pointeur sur la liste du bloc mentionné. Et donc, ici, je fais appel à une fonction. Le code de la fonction, vous allez voir. Donc, ça, j'affecte à cette variable ce que va retourner cette fonction. Qu'est-ce qu'il va retourner cette fonction? Cette fonction, il va retourner une liste de bloc mentionné étoile. Donc, c'est pour cela que nous avons déclaré liste de bloc mentionné, une liste LDC. Donc, voilà. La fonction, elle va essayer de créer d'allouer l'espace pour cette zone, puisqu'il s'agit d'un pointeur, et bien sûr, initialiser les champs. Donc, voilà. Je déclare une variable LDC. Je peux seulement la déclarer M. Je peux pour ne pas me dire pourquoi j'utilise ici la même variable qui est ici. Ici, c'est une variable locale pour la fonction. Je peux utiliser ce que je veux. L'essentiel, c'est qu'il faut retourner head, ce que j'ai déclaré ici. Donc, LDC, donc je déclare et je fais la location. Donc, j'ai mis les deux instructions en une. Après la location, donc je fais le test. Est-ce que la zone allouée est nulle ou pas? S'il est égal à nul, ça veut dire que la réservation, l'allocation de la mémoire n'est pas réussie et donc il faut sortir. Donc exit-1 pour sortir du programme. Sinon, si l'allocation est bien réussie, donc voilà, LDC maintenant, elle pointe sur une zone valide. Il faut que j'initialise les champs. Puisque je viens de créer la liste ne contient rien. Il faut que je mette dans le champ début nul, dans le champ fin nul et dans la taille 0. Et il faut que la taille soit cohérente. Chaque fois que j'ajoute, il faut que la taille soit un petit peu mise à jour, les champs début et fin mise à jour, etc. Si je fais la suppression, la taille doit être décrémentée, les champs doivent être mis à jour si nécessaire. À chaque fois, il faut que la liste contient, donc soit un petit peu valide et uniforme. Donc, maintenant, après avoir créé la liste, je veux maintenant essayer de faire les opérations d'insertion à la liste. L'insertion, donc il se peut que la liste elle est encore vide, je viens de la créer, je peux ajouter dans une liste, et dans ce cas, on parle de l'ajout ou bien l'insertion d'une liste vide. Si ma liste contient déjà des éléments, je veux ajouter d'autres, donc je parle de l'insertion dans une liste non vide. Je peux insérer au début dans une liste non vide, je peux ajouter à la fin dans une liste non vide. Ajouter au début, ça veut dire l'élément que je vais ajouter, elle doit être le début. Le début doit pointer sur ce que je viens d'ajouter. Si j'ajoute à la fin, donc le pointeur fin doit obligatoirement pointer sur ce dernier élément. Je peux ajouter aussi après une position et avant une position. Mais avant de faire des insertions, il faut que je prépare la fonction qui va essayer d'allouer l'espace pour le maillon et initialiser le champ de ce maillon. Donc la fonction maillon, donc M c'est un maillon sur double mentionné, donc c'est un pointeur, déclaration d'un objet pointeur sur un maillon double mentionné. Donc chaque fois que je vais ajouter, il faut que je fasse appel à cette fonction M est égal créer qui va essayer un petit peu recevoir l'adresse de la zone allouée et initialisée. C'est le prototype de la fonction. Et donc c'est normalement ce n'est pas le prototype, c'est un petit peu l'appel à la fonction. Pour la définition de la fonction, donc je vais la mettre entre les accolades. Je déclare une variable locale M, c'est un pointeur sur une structure maillon double mentionné. Je fais l'allocation par la fonction malloc en utilisant bien sûr le nombre d'octets donc donné par la fonction sizeOf. Et donc c'est un pointeur sur cette zone de ce type. Si M est égal à nul, ça veut dire que la mémoire elle est pleine, il n'y a pas d'espace à réserver, il faut que je sorte, sinon j'initialise tous les champs par 0 et le champ suivant par nul, les champs donnés par nul, je peux mettre, donc puisqu'on a vu qu'il y a plusieurs champs, donc j'ai initialisé chaque champ
à 0. S'il s'agit des entiers, je peux utiliser 0. S'il s'agit des floats, je peux utiliser par exemple 0.0. S'il s'agit d'une chaîne de caractères, je peux l'initialiser par exemple par une chaîne de caractères vide, je mets seulement les doubles cotes et rien dedans. S'il s'agit des caractères, je peux mettre les simples cotes et je mets rien dedans, etc. Donc je peux initialiser tout le champ qu'il y a, donc le champ donné de mon élément ici. Et bien sûr, le champ suivant, le champ précédent, je l'initialise à nul et la fonction retourne m. Qu'est-ce que le m? C'est un pointeur sur une structure. Donc chaque fois que je veux ajouter un élément, donc je récupère l'adresse de cet élément après avoir alloué l'espace. Donc voilà, m, chaque fois que je fais appel à la fonction, ça veut dire que j'ai l'adresse de cette zone allouée et initialisée de cette façon. Donc, comme je viens de dire, on va voir les fonctions d'insertion au début, l'insertion à la fin, l'insertion avant une position et l'insertion après une position. Donc, le prototype de la fonction, void, insert, underscore début, underscore liste, underscore double chaîné DC. Donc, liste doublement chaînée, donc ça c'est le paramètre que je fais passer à la fonction. Donc, c'est un paramètre passage par adresse. Donc, c'est un pointeur sur une liste doublement chaînée. Et ça, c'est un champ statique, donc du type information. Donc, c'est val. C'est l'information que je veux mettre dans l'élément que je veux ajouter dans la liste. Donc, je peux par exemple, dans la déclaration, donc dans le prototype, ne pas utiliser header, je mets seulement le type, donc je peux un petit peu la réécrire. Donc, void, insert, début. Début liste doublement chaîné liste doublement chaîné étoile virgule information. Virgule. Je vais essayer un petit peu d'ajouter un petit peu la taille. Donc voilà, donc c'est un petit peu. Donc de cette façon, donc la fonction c'est void, insert, début. Normalement c'est début. Mais je suis dénu. Début. Liste doublement chaînée liste. Donc la fonction elle attend de lui passer un paramètre, un pointeur sur cette structure et un champ statique de type information. Ici j'ai même explicité val et le pointeur. Mais ça aussi c'est valide, etc. Donc, vous voyez que le nom, c'est, je mets les underscores, je ne peux pas mettre les espaces, je ne peux pas mettre plus ni moins, donc c'est un identificateur, c'est un nom de la fonction, il faut qu'il soit un nom valide. Donc, le code de la fonction, donc voilà, je communique à ma fonction deux paramètres, un pointeur sur la liste et un champ statique val de type information et la fonction ne doit retourner rien, void. Le code de la fonction c'est ça. Je déclare un pointeur sur un maillon doublement chaîné. Je fais appel à la fonction créer qui va essayer de réserver l'espace et initialiser les trois champs données suivants et précédents. Et je mets dans le champ donné le paramètre passé par la fonction. Et je mets dans M suivant LDC début. Ça, c'est
si la liste est vide, celui-là c'est nul. Donc M suivant, ça sera nul. Il était nul, il reste nul. Si LDCDB n'est pas égal à nul, il faut que je mette que le précédent du début est égal à M. Je vais revenir un petit peu les infigures pour vous expliquer. Et LDCDB est égal à M, c'est bien sûr, c'est la taille est égale à 0, ça veut dire qu'il faut aussi que la fin pointe sur l'élément, puisque si la taille est égale à 0, ça veut dire ce que j'insère de B, c'est la fin, c'est un seul élément, puisque la liste elle était vide. Donc je veux revenir un petit peu le schéma de ma liste. Donc il faut que je remonte un petit peu vers le schéma de la liste pour un petit peu donc ici je veux essayer un petit peu d'ajouter au début. Donc je veux demander à la fonction mCreate de créer un élément. Il va me rendre un petit peu la zone mémoire. Donc la fonction créer élément, il va me rendre l'adresse de cet élément dans laquelle on aura champ précédent, le champ donné et le champ est nul, ça c'est nul, ça c'est nul et ça c'est des zéros. Donc j'ai mis la valeur val ici, il faut que je mets ici un petit peu, ceci il doit pointer sur cet élément, donc le M suivant c'est L début. Le précédent, le LDB précédent, elle doit pointer avant est égal à nul, maintenant elle doit pointer vers M. D'accord? Donc voilà. Donc ici on a le précédent c'est nul, donc voilà, ça c'est nul, ça ce n'est pas un problème. Par contre, donc voilà, je mets l'échénage. Et le début, maintenant, ce n'est plus celui-là. C'est celui-là qui va être maintenant le début. D'accord? Donc, je vais revenir un petit peu ma fonction. ADIA. Donc, je mets le champ M suivant est égal, etc. Donc, c'est LDB n'est pas égal à la fin, il faut que je mette que LDCDB, le précédent, l'ancien début c'est M, et maintenant le nouveau début c'est M. Si la taille est égale à 0, donc après il faut que je mette à jour la taille de la liste Double-Motion. Pour l'insertion à la fin, c'est un petit peu, si vous avez compris de quoi s'agit-il, donc ce n'est pas difficile de comprendre cette fonction, donc il faut que j'ajoute après le dernier. Donc je déclare un maillon, donc Double-Motion, un pointeur, et je fais l'allocation par la fonction créer élément. Il va créer la structure. Je mets dans le champ donné val, et M précédent est égal, le M précédent est égal à LDC fin. Il se peut qu'elle soit nulle ou pas nulle. Si LDC fin n'est pas égal à 1, LDC fin suivant est égal à M, et LDC fin est égal à M, etc. Donc, comme on a vu pour l'insertion, donc je peux un petit peu revenir ici et dire un petit peu. Donc, je veux maintenant essayer de créer un maillon ici. Donc un maillon, donc elle a la taille l'adresse ديالو هي M, voilà les trois champs précédents, etc. Donc il faut que je mette que le précédent de M, elle doit être L fin. Donc il faut que je mette, donc elle pointe sur celui-là. Celui-là, sur le dernier, il va rester nul. Par contre, le suivant de la fin qui était nul, maintenant, il faut qu'il pointe sur cet élément. Bien sûr, si la taille est égale à 0, donc ce que j'ai ajouté, ça sera aussi le début. Donc, c'est etc. Et après avoir, donc vous voyez qu'on a mis à jour les champs.
Donc voilà le code comme on avait. Donc on met le champ donné, dans le champ donné la valeur val. Je mets dans un précédent c'est L fin. Si L fin n'est pas égal à nul, donc il faut que je mette que le L fin suivant c'est M. Avant c'était nul, maintenant il faut que je mette M. Et le suivant de M, par définition, il est donné par la fonction c'est nul. Il est donné de la fonction créer élément. Et bien sûr, maintenant, le M, il sera le dernier élément. On a ajouté à la fin. Donc, ce que nous avons ajouté, il doit être maintenant le nouveau fin. Si la taille est égale à 0, donc le premier, lui aussi, il doit pointer sur M. Et bien sûr, après avoir ajouté, il faut mettre à jour la taille. La taille est égale à la taille plus 1. Donc, puis on va voir l'insertion ailleurs dans la liste. On aura deux possibilités, soit l'insertion avant une position, avant un élément, ou bien avant une position, ou bien après une position. L'insertion s'effectuera avant une certaine position, passer en argument à la fonction. On doit passer à la position, à la fonction d'insertion, à la position, avant la position. On va parcourir la liste avec un pointeur temporaire que nous avons nommé courant jusqu'à atteindre la position. De proche en proche, en utilisant suivant, on va atteindre la position. Le pointeur suivant de nouveau l'élément pointe. Donc voilà, le pointeur suivant, donc et on va essayer de faire un schéma. Le pointeur suivant de nouvel élément pointe vers l'élément courant. Voilà, une. Le pointeur précédent du nouvel élément pointe vers l'adresse sur laquelle pointe le pointeur précédent de l'élément courant. Il va pointer sur courant précédent. Le pointeur suivant de l'élément qui précède l'élément courant pointera vers le nouveau élément. Ça veut dire que le courant précédent suivant, il va pointer sur M. Et le pointeur précédent de l'élément courant pointe vers le nouvel. Ça veut dire que le pointeur, le champ précédent de courant suivant, il va pointer lui aussi sur M. Le pointeur fin ne change pas, le pointeur début change, c'est seulement la position choisie et la position 1. On va voir un prototype. On va par exemple ajouter avant cette position. Je vais essayer de créer un maillot ici et voir comment ils vont être les pointeurs. Donc imaginez, supposons que j'ai créé un maillot, donc de cette façon. Un maillot, il a les trois champs précédents, donnés, suivants. On a la fonction créer élément, elle m'a donné à de la zone. Or, il faut que l'insère avant cette position. Donc, avant, pour que celui-là doit être inséré, il faut que le suivant qui pointe sur celui-là, donc je vais me déplacer pour atteindre maintenant le courant. Ça, c'est le courant. Ça, c'est le précédent du courant. Ça, c'est le suivant du courant. Précédent qui est à gauche, c'est précédent qui est à droite, c'est suivant. Donc, ça, c'est le courant. Courant. Ça, c'est un petit peu. C'est le courant. Ça, c'est le courant suivant. Et ça, c'est le courant précédent. Donc ça, c'est le courant.
Ça, c'est le Coran suivant. Ça, c'est le Coran précédent. Donc, il faut que le champ précédent de M, de la zone allouée, de l'élément que je vais ajouter, elles doivent pointer sur Coran précédent. Ça, c'est Coran est égal, donc je vais mettre M précédent est égal à Coran précédent. Donc, il faut qu'elle pointe ici. Et M suivant, elle doit pointer ici, est égal à Coran. Donc, celui-là, le champ suivant, il va pointer sur celui-là. Le champ suivant, il va pointer sur celui-là. Précédent, il va pointer sur celui-là. Donc, les deux champs de M, je les mets à jour. Le champ suivant de Coran précédent, il doit pointer sur M. Je dois casser ce signage et le mettre ici. Donc, ça, c'est à éliminer. Ça aussi, donc, le précédent de Coran, ce n'est plus celui-là, c'est celui-là. Donc, je dois casser ce chaînage. Et il faut que je le mette que c'est ici. Donc, c'est ici. Et voilà, j'ai mis les 4 chaînages. 1, 2, 3 et 4. Donc, le début et la fin, ils n'ont pas changé, mais j'ai inséré à certaines positions. Donc, j'espère que vous avez un petit peu compris. Donc le code de la fonction insère avant la position. Donc la position, je vais la passer à la fonction avec les deux autres champs, le pointeur sur la liste, l'information que je vais ajouter. Donc M c'est le champ, c'est le pointeur, donc c'est l'élément que je vais créer. Donc je vais allouer l'espace pour cet élément par la fonction créer. Ça c'est un pointeur un petit peu temporaire. Je ne fais aucune allocation pour Coran. Il va me permettre de me déplacer de 2B jusqu'à la position voulue. Donc il faut que la position soit une position bien sûr pertinente et possible, parce que je ne peux pas mettre dans la position une valeur négative ou bien une valeur qui dépasse la taille de la liste. Donc je crée l'élément, je mets dans le champ toujours donner la valeur val, et le Coran je l'initialise par L début, le début de la liste de enchaînée, et je fais le déplacement. Donc une boucle for i est égal à 0 inférieur à pause, Coran est égal à Coran suivant. Donc cette boucle, elle n'exécute que cette seule instruction. S'il y avait plusieurs instructions, je vais le mettre entre les accolades. Puisqu'il n'y a pas des accolades, ça veut dire une seule instruction. Et je mets ce que j'avais mis, M précédent. Le champ précédent, c'est Coran précédent. Le M suivant, c'est Coran. Donc voilà, j'ai les deux champs de M, je les avais un petit peu remplis, il était nul. Maintenant, l'un, il pointe sur Coran, l'autre, le précédent, il pointe sur le Coran précédent. Si le Coran précédent est égal à nul, ça veut dire que L dessus doit être égal à M, parce que else, Coran précédent suivant est égal à M et Coran précédent est égal à M. Donc les deux autres champs, donc pour que les chaînages que je vais un petit peu casser, j'ai mis à jour, il contient ça. Et après, il faut que j'ajoute, que je mets à jour la taille de la liste. Donc pour l'insertion après une position, c'est presque la même chose que l'insertion avant la liste. Seulement, au lieu de travailler avec Coran et Coran précédent, on va maintenant travailler avec Coran et Coran suivant. Donc voilà. On va parcourir la liste avec un pointeur Coran jusqu'à atteindre la position voulue, le pointeur précédent. Écoutez, le pointeur précédent du Coran élément, il va pointer maintenant sur l'élément Coran. Le pointeur suivant de nouvel élément, il va pointer sur le Coran suivant. Sur le pointeur suivant de l'élément Coran, ça veut dire le pointeur précédent de l'élément qui suit l'élément Coran, ça veut dire le Coran suivant, pointeur vers le nouveau élément. Le pointeur
suivant de l'élément courant pointe vers donc tout ceci, je peux revenir le schéma et vous un petit peu expliquer de quoi s'agit-il. Et imaginez que je veux insérer après cette position. Donc je vais essayer un petit peu d'allouer l'espace pour donc je veux insérer après cette position. Donc on a les trois champs précédents et donné et suivant. Donc je mets dans le champ donné l'information val. Donc le champ, après avoir fait appel à la fonction incréée, ici il y a vu nul, ici il y a vu nul. Il faut maintenant que je remplis les champs. Le champ précédent de cet élément, il faut qu'il soit. Donc ça c'est Coran, Coran précédent, Coran suivant. Il faut que le M précédent est égal à Coran. Ça c'est le Coran. Et le M suivant est égal à Coran suivant. Ça c'est le Coran suivant. Ça, on a mis les pointeurs de M. Le Coran suivant est égal à M, lui aussi. Et le champ précédent de celui-là, il ne doit pas maintenant pointer vers le Coran, il doit pointer vers le M. Le Coran, ça c'est le Coran suivant, son champ précédent est égal à M. Donc on va le voir dans le code. Insertion après, je fais appel à la fonction créer élément qui va essayer de réserver l'espace et initialiser les trois champs. Je mets dans le champ donné la valeur val donnée par la fonction. J'initialise le Coran par L début pour un petit peu commencer au début de la liste et je fais une boucle pour que Coran atteigne la position donc pour atteindre la position voulue. On a dit que M précédent, c'est Coran. Et le M suivant, c'est le Coran suivant. Bien sûr, pour être sûr qu'on ne déborde pas, si le Coran suivant est égal à 1, il faut qu'elle soit Alpha est égal à M. Else, le Coran suivant, le champ précédent du Coran suivant est égal à M et le Coran suivant est égal à M et la taille est égale à la taille plus 1. Donc voilà, de ces méthodes, donc je peux un petit peu insérer au début, à la fin, après, avant une certaine position. Maintenant, on va essayer de voir donc d'autres opérations, par exemple, supprimer un élément dans la liste doublement enchaînée. On a dit que le problème des tableaux, c'est lorsqu'on va faire l'insertion ou bien la suppression. On va voir maintenant comment la suppression dans une liste. Voici l'algorithme de suppression d'un élément de la liste doublement enchaînée. On va utiliser un pointeur temporaire pour sauvegarder l'adresse de l'élément à supprimer. Donc, puisqu'on dit temporaire, donc il n'y a aucune allocation de la mémoire. L'élément à supprimer peut se trouver dans n'importe quelle position dans la liste. Les positions valides, soit au début, soit à la fin, soit à l'intérieur de la liste. À une certaine position à l'intérieur de la liste. On doit retourner le champ donné de l'élément supprimé. Donc l'information que nous avons un petit peu ici ajoutée, maintenant on va essayer de la retourner. Donc la fonction retirer, elle va essayer de retourner cette information. Si on a besoin de cette information, on va l'exploiter, sinon on va l'ignorer tout simplement. On va libérer la mémoire occupée par l'élément supprimé. Si dans l'allocation, si dans l'insertion, vous voyez que dans chaque insertion, on fait appel à la fonction créer élément. Créer élément, il fait l'allocation de la mémoire. Donc ici, on doit libérer la mémoire. Et on va mettre à jour la taille de la liste et bien sûr les pointeurs s'il y a besoin. Pour supprimer un élément de la liste, il y a plusieurs situations. Retirer un élément au début, retirer un élément à la fin et retirer un élément à une position quelconque dans la liste doublement enchaînée. Nous allons créer une seule fonction
qui va essayer de répondre à ces trois, mais vous pouvez bien sûr créer trois fonctions. Une pour la suppression au début, une pour la suppression à la fin, une pour la suppression à n'importe quelle position. Donc, si nous voulons supprimer l'élément de B, donc avec notre seule fonction, à laquelle on va un petit peu donner un paramètre, la position à laquelle on va supprimer. Bien sûr, donc voilà, le prototype, donc voilà, supprimer, subposition, les doubles enchaînés. Sup à une certaine position dans la double enchaînée. Il va nous retourner l'information. Donc, il va retourner une structure de type information. On donne à la fonction un pointeur sur la liste double enchaînée et la position. Et la position peut être 1 si on veut supprimer au début, est égale à la taille de la liste double enchaînée si on veut supprimer à la fin. Et bien sûr, une position entre les deux si on veut supprimer un élément ni au début ni à la fin, mais à une certaine position. Voilà le prototype de la fonction. Donc voilà une variable i pour un petit peu parcourir donc avec un champ courant si j'en ai besoin. Donc reste c'est ce que la fonction va retourner. Vous allez voir qu'il retourne un petit peu à l'information. Bien sûr, on suppose que la suppression a eu lieu, sinon s'il y a une erreur, donc il faut trouver ce que la fonction va retourner. Maillon, doublement enchaîné, donc super élément, c'est l'élément qu'on va supprimer, dans lequel on va mettre l'adresse de l'élément qu'on va supprimer, courant pour un petit peu se déplacer pour arriver à cette position, si la position n'est pas ni au début ni à la fin. Si la taille est égale à 0, donc voilà, il n'y a rien à supprimer dans la liste. Si la position est égale à 1, donc on va mettre supplément, donc on va mettre dans le supplément un petit peu l'adresse du premier élément. Et bien sûr, on va mettre que si c'est le premier élément, on va mettre maintenant le deuxième élément sur le premier élément. LDB suivant, LDB est égal à LDB suivant. Ça, c'est le deuxième élément. Il va un petit peu être maintenant le premier. Si LDB est égal à 9, ça veut dire que dans ce cas, qu'est-ce que cela veut dire? Veut dire que dans la taille de la liste, il n'y a qu'un seul élément. Donc, LDC, lui aussi va être égal à nul parce que j'ai supprimé l'unique élément. Je veux supprimer l'unique élément. Il faut que la taille, que la fin, lui aussi, il pointe sur nul. Else, LDC du but précédent est égal à nul. Pourquoi? Lorsque j'ai un petit, donc j'ai supprimé le premier dans lequel le champ précédent est égal à nul, le champ précédent de deuxième n'est pas égal à nul, pour qu'il soit, pour que un petit peu respecter la condition de la liste double enchaînée, il faut que le champ précédent du premier élément, il faut qu'il soit nul. C'est pour cela que s'il n'est pas égal à nul, il faut que je mette précédent est égal à nul. Maintenant, si la position est égale à la taille, donc il faut que je supprime à la fin ce élément. Donc je veux récupérer la taille de fin et mettre que le fin maintenant, le L fin précédent suivant est égal à nul. Et mettre L fin est égal à l'élément précédent. Donc, j'ai mis dans son champ, s'il n'est pas égal à nul, son champ est égal à nul. Et donc, il faut maintenant que L fin, il pointe sur... Ça, c'est l'avant-dernier. Le dernier, je veux le supprimer. Donc, l'avant-dernier, il va être le nouveau fin. Sinon, je dois me propager pour atteindre la position et je mets que pour supprimer un élément, il faut que je court-circuite donc l'élément. Je vais revenir un petit peu le schéma de la liste doublement enchaînée dans laquelle, par exemple, si je veux supprimer celui-là, il faut que celui-là, il doit pointer sur celui-là. Et celui-là doit pointer sur celui-là. Et je veux faire un flux de celui-là. Donc voilà, c'est ce que j'ai mis un petit peu ici dans retirer à une certaine position. Donc voilà else. Donc après le courant précédent, le champ suivant de l'élément de précédent du courant est égal au courant suivant. Le champ précédent de suivant du courant est égal au courant précédent. Donc je court-circuiter l'élément courant de cette façon. Donc j'ai éliminé le champ courant. Donc j'ai supprimé à certaines positions. Et donc je récupère le champ donné de l'élément que je veux supprimer. Donc et la fonction doit le retourner et je fais un free supplément et la taille est égale à la taille moins 1 puisque j'ai supprimé un élément à certaines positions. Donc après, on va voir un petit peu l'affichage. L'affichage, on a dit qu'il y a deux affichages, l'affichage direct et l'affichage
inverse. Pour afficher la liste entière, il existe deux possibilités, l'affichage direct ou l'affichage inverse. On utilise le pointeur suivant ou précédent de chaque élément. La liste est parcourue du premier vers le dernier élément par si j'utilise suivant, ou bien ce qu'on appelle l'affichage direct, ou de dernier vers le premier, on utilise le pointeur précédent, donc c'est l'affichage inverse. Le prototype de la fonction, c'est ça. Void, la fonction ne retourne aucune valeur, il ne fait que des affichages de printf. Vous allez voir qu'il fait seulement du printf. Je communique à la fonction l'adresse de pointeur, donc le pointeur sur la liste, donc c'est l'adresse donc c'est le pointeur sur la liste. Et donc, j'utilise un pointeur courant pour commencer à partir du début. Si le courant n'est pas égal à nul, j'imprime à l'écran. Ça, ce sont des affichages. J'imprime à l'écran. Selon le format, s'il s'agit des entiers, j'utilise pourcentage 10, s'il s'agit des fleurs, j'utilise pourcentage F, s'il s'agit des caractères, pourcentage C, s'il s'agit des chiffres de caractères, je peux utiliser pourcentage S. Donc les champs 1, champ 2 jusqu'à champ N. Après avoir affiché l'information portée pour le maillon courant, je passe au courant suivant par courant est égal courant suivant. Donc il y a ici un espace, mais c'est pas grave. Donc voilà, vous pouvez le remarquer. Moi aussi, je viens de le remarquer. Donc ça, c'est l'affichage. Avec la fonction, le code de la fonction, c'est entre les deux accolades et il ne fait que du printf. L'essentiel ici, c'est le printf, il ne retourne rien. Donc pour la fonction, l'affichage, ça c'est l'affichage inverse. Donc ça c'est l'affichage courant, ça c'est l'affichage direct. Donc j'utilise courant est égal courant suivant. Donc pour l'affichage inverse, j'utilise courant est égal à courant suivant. Mais ici vous voyez que je commence par L fin, et si je commence par L début. Donc voilà. Après, il faut que je un petit peu détruire lorsque j'ai terminé de travailler avec une liste, il faut que je libère la mémoire. Pour libérer la mémoire, il faut détruire la structure. Détruire la structure revient à supprimer donc les éléments là parce que l'allocation est dynamique. Pour détruire la liste entière, on utilise par exemple la suppression à la position 1 de la liste tant que la taille est plus grande que 1. Donc, je vais faire appel à la fonction supplément. Donc, la fonction détruire liste. Donc, il va essayer d'écraser, de supprimer, de libérer l'espace occupé par tous les maillons. Seulement les maillons. Je dis les maillons. Donc, je donne à ma fonction le pointeur sur la liste du bleu motionné. Et une boucle while. While la taille est supérieure ou est égale à 0, supprime à la position. Donc, si par exemple il y a 3, je supprime 1, il reste 2, la taille est égale à 2, je supprime 1, la taille est égale à 1, puis je supprime 1, la taille est égale à 0. Donc, lorsque la taille est égale à 0, donc cette boucle n'est plus juste, n'est plus vérifiée, je sors de la boucle et donc la liste, tous les éléments de la liste sont supprimés. Mais la liste elle-même reste. Le pointeur, même si la liste est vide, le pointeur nul, il occupe la zone mémoire. Le pointeur double et fin et la taille, même si vous 0, il occupe toujours. Donc, à la sortie de la fonction, on doit récupérer la mémoire occupée par la liste elle-même. Donc, vous voyez que la première des choses à être allouée, c'est allouer l'espace pour la liste par créer liste. Et la dernière des choses à être supprimée, c'est free list, ça veut dire libérer l'espace occupé par si je supprime la liste et je veux essayer par faire l'insertion et la suppression, ce n'est pas possible. Donc le premier à être créé, c'est le premier à être éliminé. Donc voilà, c'est un petit peu le cours, il est terminé, il a pris un petit peu plus d'une heure. Donc j'ai fait une introduction sur l'objectif du cours, sur ce que nous avons vu un petit peu en premier chapitre, puis j'ai fait un petit peu donc un rappel donc des éléments que nous avons vu un peu de la liste simplement enchaînée, et donc après j'ai mis l'accent sur les listes doublement enchaînées. Donc les listes doublement enchaînées, donc on a vu que chaque élément contient 3 champs, pour un petit peu résumer.
le champ information, bien champ donné qui dépend de la problématique qu'on essaie de traiter. Il peut être des entiers, il peut être des floats, il peut être des structures, il peut être des chaînes de caractères. Vous pouvez mettre ce que vous voulez et ça dépend de la problématique. Donc après, je veux vous donner la résolution de certains problèmes que nous avons posés dans les examens. Et vous allez voir que à chaque fois, les champs, ça change. En plus de cette information, on a deux champs, le champ suivant qui pointe sur le maillon suivant de chaque élément et bien sûr le champ précédent qui pointe sur l'élément précédent de chaque élément. Et pour un petit peu contrôler la liste, on a utilisé trois champs. Champ début sur le premier élément, le champ fin sur le dernier élément et le champ taille qui est un entier qui contient un petit peu le nombre des éléments de la liste. Donc j'espère que vous avez un petit peu compris de quoi s'agit-il. Je veux essayer aussi de faire dans le futur des vidéos sur les listes simples, sur les applications des listes simplement et doublement chaînées et surtout de la liste simplement chaînée, à savoir les piles et les fils. Si j'ai encore la possibilité, je vais faire une vidéo sur les arbres binaires, les arbres binaires de recherche. Et bien sûr, après, je peux aussi faire une vidéo sur le troisième TD qui concerne un petit peu les piles, et les fils et les arbres. Et bien sûr, dans une autre vidéo, je peux mettre la solution de l'examen de la dernière année, donc de l'année dernière, et bien sûr de cette façon vous allez voir comment un petit peu vous pouvez répondre aux questions. Donc je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo jusqu'à la fin, même s'il est à peu près d'une heure, en plus d'une heure. Donc voilà, je vous remercie et je vous souhaite bon courage et merci.